Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Ce mercredi, dans l'actualité, la fin de la trêve hivernale qui va se dérouler ce vendredi. Alors comment faire face à des problèmes de loyer quand on est propriétaire ou locataire? Nos conseils dans un instant. Et puis ce week-end se déroulent les journées européennes des métiers d'art. Nous irons à Pont-Scorff à la rencontre de ces artisans. Et puis aussi la découverte du patrimoine de la commune de Tadin dans les Côtes-d'Armor. Un trésor que la région répertorie actuellement. Courir en centre-ville, c'est le principe du trail urbain et on va en parler avec Maël Moisan. Bonjour Maël. Bonjour Julie. Et un trail urbain d'importance va se dérouler en Bretagne ce week-end. Effectivement, Brest et Rennes se lancent ce week-end dans le trail urbain après d'autres villes bretonnes qui l'ont expérimenté déjà. Eh bien, vous allez nous parler de ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 29 mars 2017. Le 31 mars, la trêve hivernale va prendre fin. À partir de cette date, les expulsions de locataires de leur logement pourront reprendre. L'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, délivre des conseils pour éviter ces situations. Camille Pochet nous en dit plus. Dans le Finistère, les expulsions locatives ont augmenté légèrement l'an dernier par rapport à 2015. Il y a eu 192 concours de la force publique donc accordés par l'État pour expulser ces personnes. Ce qui fait donc 21% des dossiers donc, avec concours de la force publique. Il y a eu une petite augmentation par rapport à l'année précédente, puisque nous étions en 178 concours de la force publique en 2015, et là on est à 192, donc une augmentation de 8%. En cette fin de trêve hivernale, l'ADIL précise que dans le département, le dialogue est souvent privilégié. Il s'agit de chiffres qui peuvent effectivement être frappants, mais cela étant, ces chiffres ne sont pas extrêmement importants par rapport à d'autres territoires. Dans le département, notamment sur Brest, qui a été le premier avec Jean-Pierre Caroff et la Casale, qui a été mis en place, une réalité effectivement de rechercher des solutions pour éviter l'expulsion locative au maximum. Et cette tradition, elle demeure dans le Finistère. Oui, effectivement, il y a un phénomène de paupérisation qui est croissant ici, comme dans le reste de la France, mais il y a également la réalité de la volonté des acteurs sociaux de trouver des solutions. Quand les locataires ne peuvent plus payer leur loyer, le premier conseil est de ne pas attendre que la situation s'aggrave. Dans la grande majorité des cas, les bailleurs sont bienveillants à l'égard des locataires et donc ils leur laissent une chance de se pérenniser dans le logement. Mais résultat, c'est aussi laisser le locataire s'endetter dans un logement qui n'est plus adapté à ses moyens. Il faut venir nous voir dès le premier impayé et dès qu'on sent que dans son budget, on commence à sentir que la situation n'est plus pérenne. Si l'expulsion est entérinée par le tribunal, l'agence ne peut plus agir. Le conseil à retenir, dès la première difficulté financière, mieux vaut agir, contacter l'ADIL ou le bailleur plutôt que de laisser les impayés s'accumuler. Avis de grande marée durant 3 jours en Bretagne. À partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi, de forts coefficients sont prévus. Des moments où il faut toujours être vigilant, regarder attentivement les horaires et les prévisions météo avant de partir pêcher à pied ou encore se munir d'un moyen de communication et de signalisation. Économie et l'intérim en hausse en Bretagne. L'organisme Prisme Emploi, qui regroupe près de 600 entreprises du secteur, a publié son baromètre. Entre février 2016 et février 2017, l'emploi intérimaire a progressé de 10,6% dans la région. Une hausse constatée sur le terrain. En revanche, le recrutement est plus difficile. On écoute Virginie Thomas, responsable d'agence à Brest. On a constaté ça, une évolution sur 2016. On a un mois de février 2017 qui est un peu plus fort. On va rentrer, nous, dans notre période forte. La saison de tout ce qui est transport et logistique commence à partir du mois de mars, évolue sur le mois d'avril et on va être vraiment très très haut jusqu'à peu près le mois de septembre. On a essayé de recruter avec nos moyens de sourcing en amont, mais on commence à avoir du mal à trouver des profils de tout ce qui est chauffeur PL, chauffeur SPL, même des chauffeurs VL, des caristes, des préparateurs de commandes. Ça commence à être difficile à recruter. Là, si j'en avais une vingtaine supplémentaire, je placerais une vingtaine supplémentaire. Chauffeur cariste. Ce week-end se déroulent les journées européennes des métiers d'art et dans le Morbihan, une ville se distingue. C'est Pont-Scorff, labellisé art et culture. Toute l'année, les artisans sont mis à l'honneur, comme nous l'explique Clara Gestin. Ils sont une quinzaine d'artisans à s'être installés à Pont-Scorff. Morgane Co fait de la peinture sur lettres, un métier peu connu. Originaire des Vosges, elle est arrivée en Bretagne en septembre dernier.
C'est le directeur des métiers d'art Lorraine qui m'a dit « Est-ce que vous connaissez Pont-Scorff ? Il y a des ateliers ?» Et puis c'était à peu près dans le secteur où je voulais m'installer pour rayonner sur la Bretagne. Et je me suis dit c'est le moment de se lancer, de vraiment installer un atelier et puis de le faire en Bretagne parce que la culture bretonne, l'identité bretonne, l'architecture, il y a beaucoup de choses qui font que ça a du sens pour moi d'exercer ce métier ici. Labellisée ville d'art et de culture, Pont-Scorff a vu son développement culturel s'accélérer par la mise en place de 3 lieux, le théâtre du Strapontin, l'atelier d'Étienne et la cour des métiers d'art, tout ça à l'initiative du maire Pierrick Nevanen. Pont-Scorff a acquéri, je pense, une notoriété, si vous voulez, autour du phénomène culturel, en insistant beaucoup sur conservation du patrimoine mêlé, si vous voulez, à une recherche très contemporaine. Et les gens passent un moment, on arrive à les fixer plus longtemps, si vous voulez, pour qu'ils puissent découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à voir à Pont-Scorff. Et en général, ils sont très très étonnés par la multitude des choses que l'on peut découvrir. Créée en 1994, la Cour des métiers d'art s'étale sur 3 étages, entre boutiques et expositions. Le lieu propose le travail d'environ 70 artisans et créateurs, mais ce n'est pas sa seule vocation. On a aussi vocation à être un peu une courroie de transmission sur ce qui se passe sur Pont-Scorff, bien au-delà de la Cour des métiers d'art, de nos collègues créateurs, chacun dans leurs ateliers, mais aussi de l'espace Pierre de Grove, mais aussi de l'atelier d'Étienne, du Strapontin, de tout ce qui peut se passer sur Pont-Scorff. Donc c'est un petit monde en fait qui se renvoie la balle et qui joue au tennis d'une façon à plein de joueurs en fait. Voilà. Amateur ou non, dans cette boutique on y trouve de tout et pour tous les prix, de 3 à 7 000 euros. Entre les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, un nouveau parc naturel breton devrait voir le jour en 2019. Il sera baptisé Rance Côte d'Émeraude et la région Bretagne profite de cette création pour inventorier le patrimoine bâti des 66 communes de ce parc. Reportage à Tadin, près de Dinan, où le recensement vient de débuter. Mathilde Kemener. Je me suis arrêtée tout de suite devant votre maison parce qu'elle interpelle à plusieurs sens. Cet employé de la région Bretagne réalise un état des lieux, un inventaire du patrimoine bâti sur la commune de Tadin, avec l'aide d'habitants qui peuvent apporter l'histoire de leur demeure. Oui, c'était les personnes qui ont fait construire la maison. C'est ce qu'on m'a dit. C'est formidable parce qu'on a une commune très riche en patrimoine, donc très intéressant. Jusqu'à cet été, les maisons, les manoirs et les églises vont être scrutées et répertoriées. J'ai regardé la carte IGN, on s'aperçoit qu'il va y avoir beaucoup de fermes isolées, beaucoup de manoirs vraisemblablement. Ce sont ces petites choses qu'on note, que l'on observe, et c'est ça un petit peu le travail de recensement, c'est d'observer. Et puis l'étude, c'est de choisir quelques éléments pour témoigner de ce recensement. À la fin, 10% du patrimoine sera sélectionné pour être mis en avant auprès du grand public. Un travail qui a déjà eu lieu dans 57 communes, celle qui devrait faire partie du parc naturel régional Rance Côte d'Émeraude en 2019. Un parc naturel, ce n'est pas que la nature. Un parc naturel, c'est beaucoup plus que ça. C'est un patrimoine bâti, naturel, exceptionnel. C'est aussi une volonté de travailler en commun sur un projet de développement durable à 15 ou 20 ans et qui va être porteur de développement pour ce territoire qu'il faut bien qualifier d'exceptionnel de part et d'autre de la Rance. Il sera alors le 3e parc naturel en Bretagne avec le parc d'Armorique et celui du golfe du Morbihan. Après Morlaix, en début d'année, Brest va accueillir son premier trail urbain, une discipline déjà installée à Lannion et Quimper. Et on en parle tout de suite avec Maëlle Moisan. Alors Maëlle, d'où vient l'Urban Trail ? Serait né aux Pays-Bas. Et en France, il est arrivé à Lyon il y a une dizaine d'années, et en plein essor, vraiment un bel essor, puisqu'il y avait 9000 participants l'année dernière au trail urbain de Lyon. En Bretagne, le phénomène s'est invité, donc, comme vous l'avez expliqué, à Lannion, puis ensuite à Quimper. Et désormais, donc, il y a Morlaix depuis le début d'année, et on aura Brest samedi, et enfin Rennes dimanche, qui sera déjà le plus gros en Bretagne, avec 3300 participants attendus. Pourquoi le trail en ville ? Alors les arguments brestois sont à peu près les mêmes que tous les organisateurs qui ont franchi le pas. Sébastien Muscat, donc le président des Guelopeurs de Brest qui organise la course samedi, indique « On s'entraîne le soir et en hiver, on cherche à se rapprocher de la lumière de la ville. En ce moment, les jours rallongent, mais un attrait urbain continue à demeurer et la ville est un terrain de jeu idéal. » Selon le Moraisien François Boulbenec, qui donc avait organisé fin janvier un trail urbain déjà.
Le mobilier urbain fait partie intégrante de la course également, et c'est aussi pour ça que les organisateurs ont franchi le pas. À Brest, par exemple, il faudra compter sur 500 mètres de dénivelé et avaler plus de 1000 marches. Pour des raisons de sécurité renforcées actuellement, par contre, la préfecture n'a pas autorisé les organisateurs à dévoiler le tracé. Mais ils seront quand même 1200 coureurs attendus samedi. Comment est-ce qu'on peut inscrire ces courses dans la durée ? Alors tous, vous essayez de voir au-delà de cette année ou au-delà des premières éditions. Pour durer, il faut essayer de multiplier les distances ou alors, comme Lannion, de diversifier avec un contre-la-montre. Ils organisent un contre-la-montre le samedi et enchaînent sur le trail le dimanche. Eh bien, merci beaucoup Maëlle pour toutes ces explications. On retrouve votre article en page sport demain dans le Télégramme et on rappelle le trail de Brest ce samedi avec un départ des Capucins à 18h45 et dimanche à Rennes à partir de 9h30. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes avec aujourd'hui une nouvelle exposition à l'abbaye de Daoulas et aussi le dernier jour du coquilleur dans la rade de Brest. C'est tout de suite et c'est préparé par Benjamin Bréon. Victor, le dernier lycéen blessé dans l'attentat de Londres, a atterri à Quimper ce mardi après-midi à bord d'un avion médicalisé. Ses 2 camarades étaient déjà rentrés. Les 3 jeunes hommes sont désormais sous surveillance médicale au centre hospitalier de Cornouailles et on leur souhaite un bon rétablissement. Une idée de sortie pour ce week-end avec la nouvelle expo de photos dans les jardins de l'abbaye de Daoulas. Des clichés assez exceptionnels de 2 reportages d'Éric Valli. L'un chez les chasseurs de miel du Népal, l'autre chez ceux de Nid d'Hirondelle en Thaïlande, à retrouver jusqu'au 31 décembre. Et on termine avec un au revoir, celui de Claude Lemoyle, coquillé depuis 36 ans en rade de Brest et qui fera sa dernière marée ce jeudi. Le Spontus, son bateau, est vendu et c'est l'heure de la retraite, mais c'est un au revoir, sûrement pas un adieu. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et puis les replays sur nos sites internet TBO et TB Sud. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une très bonne soirée.